L'histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Inger. Les premières persécutions de Vichy n'ont pas entraîné de réaction de la population française. Que les Juifs soient obligés de quitter l'enseignement ou la fonction publique, ma foi, on était dans une période où ils n'étaient pas les seuls, les communistes, les socialistes, les francs-maçons étaient également obligés de quitter leur poste. Et tout cela est passé, je ne dis pas inaperçu, mais il y a eu très peu de gestes, il y en a eu quelques-uns, s'opposant à cette politique de Vichy. Il faut dire que la France était complètement assommée par la défaite. Ce n'est qu'à partir de 1942 que la population française va commencer à réagir, mais à cette date, déjà, la résistance juive s'était organisée parce que beaucoup de juifs, notamment communistes, s'étaient groupés, et le Parti communiste les avait groupés, notamment dans ce qu'on appelait la MOI, la main-d'œuvre immigrée, et qui allait participer à des réseaux de résistance. Il y avait des réseaux typiquement juifs pour protéger les juifs, faire des faux papiers, notamment du côté de la rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Et de nombreux juifs jeunes se sont engagés très vite dans les réseaux de la résistance. Et De Gaulle, à Londres, était entouré de nombreux juifs, dont René Cassin, professeur de droit, Georges Boris, ancien directeur de cabinet de Léon Blum, et plus tard de députés comme Pierre Mendès France. Donc les Juifs se prennent en main et essayent de s'organiser pour éviter les déportations. On essaye également de protéger les enfants. Et là, on rencontre dans la population française, à partir de 1942, un accueil favorable parce que les gens commencent à être révulsés quand ils voient les Juifs marqués comme au fer rouge par l'étoile jaune. Il y a des Parisiens qui portent une étoile jaune sur laquelle ils marquent Auvergnat, Breton ou Zazou. Et puis surtout, ce sont les déportations et les rafles du Veldiv, notamment de l'été 42, qui touchent la population, parce que là, on voit que les Allemands ne s'en prennent pas qu'aux hommes, mais ils s'en prennent aux femmes, aux enfants, aux vieillards. Et là, confusément, ils comprennent qu'on n'envoie pas les Juifs dans l'Est de l'Europe pour aller travailler, même durement, mais que si on envoie tout ce monde, y compris les vieillards, ça signifie clairement qu'un sort funeste les attend, même si il n'y a pas beaucoup d'informations, on ne les aura qu'un peu plus tard, sur ce que sont les camps d'extermination. Les Allemands, comme les préfets d'ailleurs, se rendent compte, et les églises commencent également à protester contre le sort des Juifs. En chair, Monseigneur Saliège à Toulouse, Monseigneur Théas à Montauban protestent. Le cardinal Gerlier, primat des Gaules, intervient auprès de Pétain, et chez les protestants, le pasteur Bogner proteste également. Des écrivains comme Paul Claudel également dénoncent les persécutions contre les Juifs. Et là, on voit peu à peu se constituer ce qu'on appellera plus tard les justes, des réseaux pour cacher et protéger les Juifs, notamment les enfants. Le Chambon-sur-Lignon, village protestant des Cévennes, sera célèbre pour le silence qui régnera dans le village, alors que pratiquement chaque famille protégeait un ou plusieurs Juifs, notamment des enfants. Mais ça a été le cas également de nombreux catholiques. Ce qui fait que finalement, seuls 25% des Juifs de France, malgré l'hostilité du régime de Vichy, ont été déportés. Alors, il y a d'autres raisons que les justes et l'attitude des églises
des réseaux de résistance ou de la population française. Il y a le fait que les Allemands ne pouvaient pas être partout et dans des petits villages du Massif central ou des Pyrénées, on pouvait sauver ou cacher des Juifs. Les Italiens, jusqu'en 1943, tout fascistes qu'ils étaient, protégeaient les Juifs également. Et le débarquement a eu lieu en France en juin 1944 pour la Normandie et en août pour la Provence, c'est-à-dire relativement tôt. Mais quelle que soit l'importance de ces facteurs, la population française, même antisémite, refusait quand même qu'on déporte les Juifs et qu'on les massacre. Ça ne faisait pas partie de la culture française. Donc, seul un quart des Juifs de France a été déporté, 75 000 personnes, dont 3 000 sont revenus, alors que ce chiffre a été bien plus élevé dans tout le reste de l'Europe, à l'exception du Danemark et de la Bulgarie. On ne parle pas assez de la Bulgarie, parce que là, les États, les dirigeants ont refusé de répondre aux injonctions allemandes. Mais en France, Vichy, lui, a répondu, et parfois même au-delà, aux injonctions allemandes, et malgré tout, un quart seulement, si je puis dire, des Juifs a été déporté, dont 90% ou 95% exterminés. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. L'histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Inger.